plus fondamentalement, moi j'ai toujours pensé que l'aimable fable qui consistait à penser que l'élection présidentielle de 2022 allait voir s'affronter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron ne tiendrait pas 2 secondes. Emmanuel Macron est aujourd'hui à 24%. Autour, c'est un champ de ruines avec la fusée Zemmour en train de décoller. À un moment, ça va être son tour à Emmanuel Macron. Oui. Ça va être son tour d'être challengé par Zemmour, d'être challengé par la réalité du pays, l'inflation qui galope et qui arrive avec la pénurie des matières premières, qui va faire des énormes problèmes de pouvoir d'achat et qui va tendre un peu, je pense, le corps social. Et puis les problèmes qu'on connaît déjà et qui malheureusement sont loin d'être réglés, des banlieues, du fondamentalisme, et puis cette espèce de délire culturel aussi, d'une idéologie un peu intersectionnelle, marginale, de cancel culture, de wokisme importé des États-Unis qui agace profondément la grande majorité des Français. Et ça rend l'équation politique d'Emmanuel Macron assez friable. Et dans ce cadre-là, il est sûr et certain que le centre en France ira chercher Édouard Philippe. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, pour ce nouvel entretien avec Tugdual Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Tu publies aujourd'hui La vérité sur Édouard Philippe aux éditions Robert Laffont. Donc Édouard Philippe, tu le connais depuis de nombreuses années. Depuis les années Matignon, je dirais. On a fait pas mal de papiers sur lui dans Valeurs Actuelles. Déjà à l'époque avec Louis Dragnel, quand le grand Louis Dragnel officiait à Valeurs Actuelles, on a pas mal traité Édouard Philippe, période Matignon. Effectivement. Ouais, et ton essai, enfin en tout cas ta relation avec Édouard Philippe commence notamment avec l'affaire Obono, où c'est les premières pages de ton livre, où en gros, au moment où tu subis une vague, un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, il t'appelle pour te dire contre la marée, il faut tenir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment qui est un peu le début de je ton pense histoire. que les abonnés de VA+, se souviennent de l'affaire Obono parce que ça a été un moment très important dans la vie de Valeurs Actuelles, assez douloureux mais plein d'enseignements aussi. L'affaire Obono, pour situer, elle commence un vendredi de la fin de l'été 2020. Geoffroy m'appelle un soir, un vendredi soir. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction, et il me dit regarde, il y a un tweet qui est en train de prendre. En fait, quelqu'un avait publié toute la fiction estivale qu'on avait fait sur Danielle Obono, députée France Insoumise proche de Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve être une députée noire et dont on avait replacé au temps de l'esclavage interafricain. Et tout de suite, on est accusé de racisme, etc. Impossible de se défendre dans un premier temps. Et en fait, le truc prend vraiment de l'ampleur. C'est pas juste au début quand Jean-François m'appelle, il y a un tweet, mais après le lendemain, il y a Castaner, Richard Ferrand, Jean Castex, Premier ministre, qui publie des communiqués ça et là pour dire à quel point on est un torchon. Même certains au Rassemblement National. Le triste sire Valorant de Saint-Just qui va de sa minute de gloire sur BFM TV à l'époque pour nous dézinguer. Et c'est vraiment une vague énorme. Je veux pas du tout nous victimiser dans cette affaire, mais l'affaire Obono, c'est pas une polémique habituelle, c'est une polémique habituelle, ça dure 3 jours. Il y a 50 politiques qui gueulent. Là, il y avait toute la classe politique qui était contre nous. Ceux qui nous aimaient, tous les médias contre nous. Ceux qui nous aimaient bien disaient rien, et tous ceux qui nous détestaient nous tombaient dessus. Donc c'est vraiment une énorme vague. Et donc ça, c'est le vendredi. Tout le week-end affreux. Macron finit par faire fuiter le fait qu'il appelle Danielle Obono pour lui exprimer tout son soutien, etc. Et le mardi matin, j'ai une première joie, c'est que j'ai un texto de François Fillon qui vient d'écouter une interview de Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Et sur France Info, on est le mardi, donc pour te dire que la polémique, elle a duré un certain nombre de jours. Sur France Info, on demande à Gabriel Attal, mais alors, est-ce que ça veut dire que vous continuerez à accorder des interviews à Valeurs Actuelles, ou est-ce qu'il faut que ce journal il soit complètement banni de la sphère publique? Et Gabriel Attal, on peut lui reconnaître ça, répond à l'intervieweur, écoutez, non, enfin, genre, je condamne cette fiction, tout ce que tu veux, mais je continuerai à donner des entretiens à Valeurs Actuelles, comme Marlène Schiappa, s'il le faut. Sur France Inter, comme Marlène Schiappa, effectivement, qui
avait dit ça aussi au même moment. Et donc Fillon m'envoie un texto, il me dit cher Tugdual, voilà, c'est horrible tout ce qui vous arrive. Que vous connaissez quand même très bien, du coup, que tu fais connais du très livre bien. que tu as mentionné tout à l'heure, que j'avais sorti en 2020, chez Plomb à l'époque. Et il me dit, voilà, je viens d'écouter France Info, on demande maintenant carrément au ministre de dire si oui ou non il faut baisser le pouce sur l'existence même de Valeurs Actuelles, c'est terrible, etc. Donc ça m'avait plutôt fait plaisir de recevoir le texto de Fillon. Et 2 heures après, je suis à mon bureau et là je vois un numéro de téléphone sur mon iPhone. Et je décroche, je fais allô, j'entends quelqu'un qui fait comment ça va? Et j'étais ça va mal, mais je sais pas qui me parle en fait quoi. Et en fait il me dit c'est Édouard Philippe. Et donc j'avoue je suis un peu surpris dans un premier temps. Tu n'avais pas son numéro à l'époque? Non, j'avais jamais eu le numéro d'Édouard Philippe. Je passais par Charles Hufnagel qui faisait sa com à l'époque de Matignon. Et donc voilà quoi, et je lui dis écoutez non j'avoue c'est terrible, et lui il était là mais alors qu'est-ce que vous prenez cher, waouh et tout, donc il me commente le truc un peu en mise en abîme, il me dit écoutez voilà VA c'est pas ma tasse de thé, cette fiction je sais pas si elle était trop opportune ou pas, mais bon en même temps je veux dire liberté de la presse, et puis ce qui est sûr c'est que j'aime pas les meutes, j'aime pas les lynchages, j'aime pas les procès d'intention, j'aime pas les procès sans possibilité pour les parties incriminées de se défendre, et c'était exactement ce qui se passait avec l'affaire Bono, qui est quand même un sacré symbole de notre époque, quoi. Où tout d'un coup il y a la meute qui se déchaîne. C'est pas du tout les règles de la justice ordinaire. Dans les règles de la justice ordinaire, vous avez une instruction avec un juge qui prend son temps d'enquêter. Là, si vous voulez, le temps d'instruction, c'est un tweet, qui part le vendredi. Et après, tout le monde décide que ce texte est un horrible texte raciste, etc. Il y a on avait pas mal relevé ça avec Geoffroy. Il y a une fausse couve de Valeurs Actuelles utilisant un des dessins de la fiction qui tourne. Celui qui passe d'ailleurs à un moment donné sur les chaînes d'infos. Exactement, sur LCI, je me souviens d'Elisabeth Martichoux dans une interview avec je ne sais plus quel responsable politique, et en fait sur le grand écran de LCI, la fausse couve de Valeurs Actuelles, voilà, enfin bref, c'était les fake news, c'était la justice contemporaine sans aucune possibilité pour nous défendre. Et donc je me dis à ce moment-là, bon déjà c'est sympa, ça fait du bien parce que en fait même des journalistes du Figaro likaient des tweets à l'époque où on nous critiquait. Il y a même eu des papiers un peu. Et il y a eu des papiers dans toute la presse pour nous assaisonner. Et donc, ça fait du bien parce que déjà, c'est un soutien. Petit 1, petit 2, ça fait du bien parce que c'est Édouard Philippe, c'est un ancien Premier ministre et mine de rien, le statut fait que ça rajoute un peu au plaisir du soutien. Et petit 3, parce que je sais très bien qu'il n'est pas Valeurs Actuelles compatible à la base, ou en tout cas que c'est pas un fan de la révolution conservatrice qu'on appelle de nos voeux, quoi. Et donc, de là, renaît, entre guillemets, une relation, c'est-à-dire que je l'avais connu à Matignon en tant que journaliste et lui Premier ministre. Et puis depuis, il était rangé des voitures. On est donc fin août, il est parti de Matignon le 3 juillet 2020. Et donc ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas de ses nouvelles. Et là, en fait, voilà, il reprend de mes nouvelles à ce moment-là. Et j'avoue que ça me fait plaisir. Et puis après, en fait, je me lance dans le projet de ce livre. Pas que du tout à cause de C'est à partir de ce moment-là que tu décides. Non, j'avais avec mon éditrice, qui est Sophie Charnavel, qui était la directrice de Plomb. Donc c'est avec elle que j'ai fait le livre sur Fillon et qui est maintenant la directrice de Robert Laffont. C'est avec elle que j'ai fait le livre sur Édouard Philippe. On s'était dit qui est le personnage à faire en ce moment, c'est Édouard Philippe. Mais bon, on s'était pas vraiment encore lancé. Et là, j'avoue que c'était un peu un déclencheur, un déclic. Déclencheur, ouais. Et lui, en plus, te dit que il va beaucoup mieux parce qu'il est sorti de la lessiveuse. Ouais. J'en profite pour lui dire alors, et sinon vous, comment ça va? Et il me dit vous savez, quand on est sorti de la lessiveuse, tout va bien. En l'occurrence, il avait passé un été en Italie, notamment avec sa fille Sarah, qu'il avait emmené tout seul en vacances. Et voilà, et c'est vrai qu'on a repris pied à ce moment-là. Et c'est assez inespéré parce que au départ, votre relation, donc toi quand tu es journaliste, donc en janvier 2017, il me semble, tu fais un portrait de Bruno Retailleau, tu vas le voir, tu lui demandes s'il peut te parler et il te dit alors en fait je suis moins proche de Bruno Retailleau que Valeurs Actuelles est proche de moi ou un truc comme ça. Non, en fait on est devant la Mutualité, qui est une salle à Paris où il y avait une réunion de l'UMP à l'époque. Et je prépare un portrait de Bruno Retailleau. Je crois même que c'est janvier 2016, ou peut-être janvier 2017. Mais en tout cas, je vais devant la Mutualité. Là, je vois Édouard Philippe qui est avec Thierry Solaire, avec Benoît Apparu, l'ancien ministre. Bref, toute sa bande de potes jupéistes et plutôt centristes de l'UMP.
Et je vais le voir et je lui dis bonjour, je m'appelle Thierry Delany, je prépare un portrait de Bruno Retailleau pour Valeurs Actuelles. Et là je vois espèce d'arrogance et de morgue. Valeurs Actuelles, ok. Écoutez, déjà tout ce que je peux vous dire moi c'est que moi je me sens moins proche de Bruno Retailleau que Bruno Retailleau n'est proche de Valeurs Actuelles. Donc en gros il mettait des kilomètres de distance entre lui et moi, entre Valeurs Actuelles et la droite que lui est censé incarner ou pour laquelle il milite. Et en fait ce que je dis dans le livre, c'est pour moi Édouard Philippe ça a longtemps été ça, un juppéiste, pas vraiment de droite, en tout cas pas de la droite que nous on défend ici, et qui en plus avait cette espèce de complexe de supériorité, quelqu'un qui réfléchit très vite, un peu beau gosse, grand. Et grand, plus grand que moi en tout cas, et que toi d'ailleurs aussi, et qui regardait avec un peu de dédain la droite conservatrice, la droite des valeurs. Finalement Fillon a gagné la primaire haut la main sur cette ligne-là, et puis on voit le succès de Zemmour aujourd'hui. Mais donc au début nos rapports étaient pas terribles, et après quand il devient Premier ministre, à l'époque je bosse au Point, parce qu'entre temps j'avais fait un petit aller-retour, une petite infidélité à Valeurs Actuelles, j'étais reparti un an au Point, et on fait un déjeuner au tout début de son mandat Matignon avec l'équipe du Point, et là pareil Édouard Philippe hyper arrogant, mauvaise ambiance pendant le déjeuner, toutes les questions qui tombaient à plat. Reprenant la formulation de Macron, de la campagne de Macron avait dit pendant la campagne, moi je suis un réformiste radical. Donc je dis à Philippe, est-ce que vous êtes un réformiste radical? Et alors comme je venais de Valeurs, et moi radical, pas du tout, c'est pas parce que je porte une barbe que je suis radical. Bon, petite blague quand même sympa au passage, mais pareil, mauvaise ambiance. Donc ça a été longtemps très compliqué. Après, une fois qu'il était lancé dans le quinquennat et qu'on allait le voir avec Louis Dragnel à Matignon, ça s'est de mieux en mieux passé, mais c'est vrai que la vraie relation entre guillemets, je prétends pas du tout aujourd'hui être un copain d'Édouard Philippe, mais disons que on se connaît quand même beaucoup plus qu'avant, et elle naît de ce coup de fil pendant l'affaire Obono. Parce que après tu écris aussi notamment Édouard Philippe fut longtemps ça, un mec arrogant et refusant malgré son étiquette d'être de ton clan. C'est-à-dire que vraiment il fait, c'est ce que font quand même aussi beaucoup d'hommes politiques, c'est Valeurs Actuelles, non surtout pas. Non mais Valeurs Actuelles, ça je sais pas, ça réveille un complexe idéologique dans une partie de la droite, c'est-à-dire que un mec de gauche qui vient parler à Valeurs Actuelles, il sait très bien à quoi s'attendre, il nous positionne, il a pas peur que ce soit un baiser de Judas de faire une interview dans Valeurs Actuelles. Marlène Schiappa quand elle vient chez nous, c'est une prise de risque, mais c'est pas une prise de judo, alors que quand une certaine droite vient chez nous, ils ont toujours peur après d'être assimilés à Valeurs Actuelles, ou ils ont toujours besoin de dire mais attendez, vous savez, moi ma droite c'est pas celle de Valeurs Actuelles. Et donc c'est vrai que lui tombait pile poil là-dedans, c'est-à-dire que le juppéiste un peu centriste qui voit que la droite se rétrécit depuis des années sous l'impulsion de Sarkozy, sous l'impulsion de Fillon, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, vers une droitisation, vers des thèmes régaliens qui prennent énormément de place dans le débat idéologique à droite. Et c'est vrai que pour eux, on est parfois des épouvantails, et parfois plus des épouvantails pour une partie de la droite que la gauche qui nous classe dans la droite conservatrice un peu classique. Par ailleurs, on ressent aussi au fur et à mesure qu'on lit le livre que finalement le philippisme, c'est toi qui dis ça, le philippisme est moins centriste que le juppéisme. Et par ailleurs, Édouard Philippe à un moment donné te dit une phrase: quand je commencerai à dire les choses, la gauche sera horrifiée. Et du coup on comprend qu'Édouard Philippe n'est plus ce centriste qui a peur d'assumer ses convictions de droite. D'ailleurs, on le sait, il y a ce fameux reportage avec son ami Édouard, mon pote de droite. Et donc, en gros, c'est quoi la droite d'Édouard Philippe aujourd'hui? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qu'il porte comme discours sur les thèmes d'immigration, d'islam, de sécurité, tout ça au sens large? Très bonne question. En fait, paradoxalement, le philippisme, il naît une fois que lui rejoint Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, avant, effectivement, il était un affidé de l'Alain Juppé, coincé, entre guillemets, si je me mets dans la tête d'Édouard Philippe, dans un parti, l'UMP, qui était en train de prendre une direction qui n'est pas lui, son ADN. Donc en fait, c'était un espèce de contestataire de l'intérieur, et puis qui a fini par sortir. Après, il devient premier ministre d'Emmanuel Macron, complètement inespéré d'ailleurs sur le plan politique. Faut savoir quand même que si Alain Juppé avait gagné l'élection présidentielle de 2017, Édouard Philippe aurait été au mieux ministre du budget. Il n'aurait jamais été Premier ministre. Proche d'Alain Juppé, certes, mais Alain Juppé aurait pris quelqu'un avec plus de capital politique, plus d'expérience. Et là, Macron le propulse à Matignon. Donc c'est un saut de carrière gigantesque. Et en fait, au contact d'Emmanuel Macron, on se rend compte au fur et à mesure de leur triennat commun entre 2017 et 2020
qu'il y a commence à naître un début de philippisme, notamment par exemple sur la réforme des retraites, où si tu veux, Édouard Philippe, il est plus soucieux de la dépense et de la maîtrise des comptes publics que Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il a donné une interview à Challenge très récemment où il alerte sur la dette, où il dit retraite à 67 ans. Moi, dans mon bouquin, il dit 65, ce qui est déjà énorme vu qu'on en est très loin aujourd'hui. Et puis, je pense que le fait d'être à Matignon, ça te plonge sur le régalien de manière irrépressible. Oui. C'est-à-dire, en plus, il était ministre de l'Intérieur aussi 2 semaines, et ça l'a beaucoup marqué. Alors, on peut rigoler. 2 semaines ministre de l'Intérieur. Il a fait la jonction entre, comment il s'appelle, Gérard Collomb et Castaner. Et en fait. Certes, ça n'a duré que 2 semaines, mais pendant 2 semaines, il a été plongé dans la remontée des notes toutes les nuits, l'état de la délinquance. Et c'est un domaine, évidemment, quand on est Premier ministre, on a aussi quand même une bonne vision d'ensemble. Ouais. Donc, je pense qu'il a pris une certaine conscience de la prescience des sujets de sécurité, des sujets d'immigration, des sujets liés à l'islam. Avec un discours, je suis pas en train de réécrire l'histoire d'Édouard Philippe, avec un discours qui pour le moment est très loin de ce qu'attendrait le lecteur de Valeurs Actuelles, mais ce qui était un impensé avant chez lui devient un sujet de discussion. Et moi, évidemment, comme il était Premier ministre, il pouvait pas trop s'exprimer à titre perso quand il était à Matignon. Premier ministre, c'est vraiment le lieutenant du président. On est là pour appliquer la politique du président. C'est pas la vision d'Édouard Philippe, c'était la vision d'Emmanuel Macron. Mais il sort de Matignon, avec l'expérience de Matignon, avec les remontées de terrain Matignon. Et là, je vais le voir au Havre pendant 6-8 mois, et où je fais un certain nombre d'allers-retours avec ma voiture, et on fait énormément de dîners ensemble. Et là, je lui pose toutes les questions que j'ai pas pu lui poser quand il était à Matignon, et auxquelles, de toute façon, il n'aurait pas pu répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France ? L'islam, quelle est votre vision des choses pour circonscrire l'islamisme ? Et voilà, en tout cas, déjà, il accepte de rentrer en discussion. Par exemple, sur l'immigration, je me souviens qu'il dit je sais pas s'il y a trop d'immigration en France. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a une immigration non maîtrisée. Donc déjà, il commence à reconnaître, c'est déjà un premier pas, si tu veux, que effectivement, il y a un sujet sur l'immigration. Alors que peut-être, il y a 4-5 ans, il t'aurait dit circuler, tout va bien, Madame la Marquise. Sur l'islam, il dit notamment, écoutez, on va pas se mentir, le fondamentalisme religieux, aujourd'hui, il est pas catholique. Il est assez peu catholique. Il le dit. Ouais. Il est clairement musulman. Cette année au Havre, il y a eu un petit esclandre d'un père de famille dans une école apparemment assez radicalisée. Et en fait, c'est lui qui est intervenu directement parce que l'école voulait un peu étouffer l'affaire et que lui a pris le taureau par les cornes. Il commence à prendre conscience de ces sujets-là. Pas totalement juppéiste aussi parce que, comme dit Henri de Castres, Juppé c'est un analytique desséché. On peut dire plein de choses sur Édouard Philippe et lui trouver plein de défauts, mais ça serait quand même très bizarre de dire qu'il est desséché. C'est quelqu'un qui quand même vit la politique de manière charnelle, qui est élu au Havre, qui est une ville incroyable avec la haute ville, avec énormément de bourgeois, des dynasties d'armateurs richissimes, autant des impressionnistes avec énormément de collectionneurs d'art, et en même temps évidemment le portuaire avec des cités dignes de l'Angleterre du 19e siècle, avec aujourd'hui des quartiers très chauds, avec le rappeur Medine qui est une des figures de proue de la ville et voilà, qui est pas le moins islamo-compatible des rappeurs français. Et donc il est de cette terre-là, c'est pas Bordeaux avec Juppé qui arrive comme un Louis XIV dans la ville et qui en devient maire. Ouais. Tu dis qu'il a pris conscience de certains sujets, notamment régaliens, et on apprend dans ton livre qu'il s'intéresse beaucoup à l'armée. C'est-à-dire, par exemple, il s'oppose à l'uniforme dans les écoles, mais par contre, il connaît plein de chants de soldats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rapport à l'armée ? Tu vois, tu me demandes un peu le philippisme, en quoi ça rejoint la droite, etc. Alors, il y a des aspects clairement idéologiques ou programmatiques dont on vient de parler, mais il y a aussi, après, un mode de vie. Et je vais venir sur l'armée, mais par exemple, Édouard Philippe, quand tu lui parles de la messe, de ce que sont devenues les messes, il n'est pas catho, mais bon, pour autant, il adore rentrer dans les églises, et puis de par ses fonctions, il a quand même un certain nombre de cérémonies religieuses auxquelles il assiste. Et ben, il te dit, un peu comme ceux qui sont assez critiques de Vatican II, il te dit, moi j'ai jamais trop compris la guitare à la messe en fait. Pour moi, la messe, c'est soit très pompeux, soit très sobre, façon monastère. Et voilà, pour moi, ça, c'est un truc de droite, de dire un truc comme ça. Et sur sa passion pour l'armée, on peut même dire qu'il est fan d'Arménie, plus que plein d'hommes politiques
la vraie droite de valeur actuelle, il connaît tout, quoi. Je veux dire, il connaît l'endroit où sont les régiments d'artillerie, le numéro des régiments. Effectivement, il a des carnets de chants dans son bureau Havre de l'infanterie de marine. Il connaît par cœur Génie les larmes aux yeux, le chant de la Légion. Il y va à Cameron, il va à Bazeilles, qui est aussi un événement très important de commémoration militaire qui a lieu chaque année. Et c'est un vrai fan Amélie. Et alors quand il était à Matignon, c'est toujours compliqué parce que la défense, il y a un ministre de la défense et en plus c'est un peu le domaine réservé du président. Mais il est allé, comme diraient les jeunes, en scred dans des camps militaires. Il est allé notamment au camp de Juers, qui est un camp d'artillerie, un peu hors de son agenda officiel, pour tirer au mortier parce qu'en fait il a fait son service militaire dans l'artillerie et donc il voulait tirer au TF 155 des gros mortiers. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est passionné par l'armée. Et puis j'imagine que tu veux m'amener là-dessus. J'ai pu le découvrir de manière un peu plus personnelle même, puisque il y a eu l'histoire de Dien Bien Phu ensuite. Tu as un lien, il y a un lien direct entre toi, Édouard Philippe, et ton grand-père. Donc si tu peux nous expliquer un peu cette histoire qui est assez rocambolesque. En décembre 2019, je sors d'un rendez-vous à Matignon avec Charles Hufnagel, donc le conseiller communication d'Édouard Philippe, qui était son voisin de bureau. On cite beaucoup Louis Dragnel, mais voilà, c'est très important, qui était là aussi. Et puis en sortant du bureau, on voit Édouard Philippe, et qui sortait du sien en fait. Et on le croise et on papote. Il me dit je pars demain au Vietnam, Dien Bien Phu. Je dis marrant. Et dans ma tête je me dis tiens, moi mon grand-père c'est un survivant de Dien Bien Phu. Il a sauté 2 fois sur Dien Bien Phu. Il est colonel à la retraite depuis très longtemps. Mais bon, je dis rien. Et en fait, je découvre le lendemain dans la presse, entre guillemets, que dans la délégation d'Édouard Philippe au Vietnam, puisqu'il partait au Vietnam pour un voyage diplomatique, mais aussi première fois qu'un homme politique d'envergure depuis Mitterrand sur le camp de Dien Bien Phu et sur le champ de bataille de cette bataille qui a lieu en 1954, qui est la dernière grande bataille rangée de l'armée française et une immense défaite aussi. Je découvre que dans son avion, outre Gérald Darmanin, Henri de Casse d'ailleurs, qui était aussi dans l'avion, parce que le grand-oncle d'Henri de Casse était le général qui avait commandé le siège de Dien Bien Phu, il a emmené mon grand-père. Jacques Allaire, le colonel Jacques Allaire. Et donc, quand il revient et que je le recroise à Matignon, je lui dis, vous savez, en fait, c'est mon grand-père, etc. Et puis d'ailleurs, Édouard Philippe tweet avec le compte de son compte Twitter de Premier ministre pendant le voyage à Dien Bien Phu, à un moment où mon grand-père se tient face à lui, et lui le remercie d'être là, et puis fait un hommage à tous ceux qui sont sous la terre de Dien Bien Phu. Et quand j'ai fait mon projet de livre, là on a vraiment, j'ai vraiment reposé toutes les questions. Alors racontez-moi ce voyage, qu'est-ce que c'est Dien Bien Phu pour vous? Et c'est là qu'on se voit qu'il est fan Amélie, pas juste pour connaître des noms de régiments. Je peux vous dire qu'il connaît parfaitement l'histoire de la bataille de Dien Bien Phu, c'est-à-dire l'opération Castor, d'abord l'armée française qui arrive là-bas, ensuite le Viet Minh qui recule, puis en fait que l'armée française pense avoir totalement réglé la situation, et en fait pendant ce temps-là, dans les montagnes, parfois avec des vélos ou à dos d'hommes, et en fait ce qu'on appelle les Viettes dans la bouche des soldats français à l'époque, en fait transbahutent tout un tas de matériel et finissent par réattaquer Dien Bien Phu qui avait été pris par l'armée française et par reprendre possession du lieu. Et ça, il connaît ça par cœur. Et puis c'est vrai que pour moi c'était un peu une occasion de rendre hommage à mon grand-père. Qui est très vieux aujourd'hui, et je pense qu'il va pas forcément faire de vieux os à l'heure où on parle, mais qui a une vie incroyable, et c'était ce parcours-là, à l'époque on pouvait rentrer dans l'armée Bidas et terminer colonel, c'était beaucoup moins balisé et fléché qu'aujourd'hui, parti sur des paquebots improbables avec les premières expéditions du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, avec des conditions de voyage pas possibles, etc. Et donc j'ai interpénétré, entre guillemets, à un moment du livre, le portrait de mon grand-père, le rapport d'Édouard Philippe à Dien Bien Phu, et puis même des commentaires d'Édouard Philippe à l'égard de mon grand-père, parce que comme ils ont passé une semaine ensemble, il a entendu mon grand-père dire toutes les horreurs qu'on peut imaginer de la bouche d'un ancien combattant quand il se trouve dans ce genre de... Pas très progressiste. Non, pas vraiment progressiste, et pas vraiment langue de bois, ni politiquement correct. Et voilà, donc ça donnait... et je suis assez touché, parce que je veux pas du tout trahir de secret, mais je sais que... Édouard Philippe a lu mon livre, et que le passage sur Dien Bien Phu, qui est pourtant un des passages qui le concerne le moins, où je parle beaucoup plus de mon grand-père et de Dien Bien Phu que de lui-même, c'est un passage qui, je crois, l'a touché. Et Édouard Philippe t'a parlé
du comportement de ton grand-père, mais est-ce que ton grand-père t'a parlé du comportement d'Édouard Philippe ? Et en fait, est-ce qu'il t'a fait un débrief de cette figure-toi semaine ? qu'à l'époque, on avait publié une tribune sur le site internet de Valeurs Actuelles, sur le Club VA. C'était les prémices du Club VA à l'époque, site internet qui a bien grandi depuis, où mon grand-père, la première personne, racontait son voyage et disait en gros, Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux quand il vous serre la main, c'est le premier depuis Mitterrand, comme j'ai dit, à être allé sur le terrain de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est une défaite. Alors les hommes politiques aiment pas trop aller sur les terrains de la défaite, mais pourtant, faut célébrer les défaites. Et donc, il lui reconnaissait ce mérite-là. Ouais. Et ça dit beaucoup de la personne d'Édouard Philippe, de sa manière de gouverner ou de présider, même s'il ne présidait pas, de son rapport à l'État, de célébrer une défaite. Je pense, ça dit beaucoup de son rapport à l'histoire, c'est-à-dire effectivement... à l'heure de la repentance permanente. Mais tu vois, c'est exactement ça, entre la repentance, entre la célébration de ce qui nous arrange dans l'histoire, alors qu'en fait, il faut regarder la réalité en face. Effectivement, Dien Bien Phu, c'est très complexe, c'est la fin de la colonisation, c'est le début de la décolonisation, c'est la fin d'une armée conventionnelle, c'est une gigantesque défaite, une gigantesque claque, c'est aussi tous ces soldats qui revenaient de Dien Bien Phu d'ailleurs, ou des camps, parce qu'il y a eu des camps de concentration, d'internement en tout cas, quand les Français ont perdu, il y a 10 000 soldats français qui ont dû traverser tout le Vietnam à pied, dont mon grand-père, et pour être internés dans des camps, et il y en a sur les 10 000, 7 000 qui sont morts. Et donc ça a été terrible. Et le pire, c'est que les survivants, quand ils sont rentrés à Marseille par paquebot, en gros ils pesaient 35 kilos les mecs, ils avaient bouffé 3 bols de riz en 3 mois, et après avoir fait 1 mois et demi de bataille rangée avec le Viet Minh, ou 3 ans de guerre parfois au précédent, etc. Ils arrivaient à Marseille et là il y avait les dockers cégétistes qui les attendaient, qui leur balançaient des tomates, parce qu'en gros c'était des colons qui étaient allés... des impérialistes. Des impérialistes qui avaient tenté de faire grandir ou de faire survivre le rêve colonial français, et que c'était absolument atroce, etc. Donc politiquement, si tu veux, c'est extrêmement chargé comme histoire. Ouais. Et est-ce que lui, au cours de tes nombreux entretiens, il t'a parlé de son service militaire ? Alors on n'a pas trop parlé de son service militaire. Parce que Emmanuel Macron est le premier président à ne pas avoir fait son service militaire. Lui, donc tu me dis... il l'a fait dans l'artillerie. Il l'a fait dans l'artillerie. En fait, on n'a pas beaucoup parlé de son service militaire parce qu'on a tellement parlé de l'armée de plein d'autres choses sur l'armée. En revanche, ce qui est assez rigolo sur le service militaire, c'est que par exemple Charles Hufnagel, qui est donc son conseiller dont j'arrête pas de parler depuis le début, lui a pas fait son service militaire. D'accord. Et c'est quelque chose de très grave pour Édouard Philippe. En gros, il le tanne toute l'école. Mais non, mais il lui dit tout le temps, non mais ouais, toi t'as pas fait ton permis, t'as pas fait ton service, enfin tu peux pas comprendre. Voilà, c'est un truc très important. Juste pour aussi clore sur l'armée, je me souviens d'une fois où on était avec Louis Dragnel à Matignon dans le bureau de Charles, et en fait à un moment on entend des chants dans le bureau à côté, et en fait c'était Édouard Philippe avec son chef de cabinet militaire, le général Durieux, qui est un légionnaire de grosse trempe, qui chantait des chants Milouf à 15h un lundi après-midi avec Édouard Philippe. Ouais, exactement. D'accord. Et pour en revenir, on a parlé de François Fillon tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont une relation, des liens, vu que tu connais François Fillon et Édouard Philippe? Déjà, je vais te livrer un scoop, ils ont déjeuné ensemble la semaine dernière. D'accord. Donc ils se fréquentent. En fait, évidemment, avant ils n'étaient pas ultra proches. C'est pas la même droite. C'était pas la même droite. Édouard Philippe était un des porte-flingues d'Alain Juppé pendant la primaire, et puis François Fillon a, comme tu le sais, lui gagné cette élection interne. Quand Fillon gagne la primaire, il y a quelques juppéistes qui arrivent au QG, qui sont récupérés par les équipes Fillon, mais Édouard Philippe, lui, préfère se déporter. C'est pas sa droite, et donc il retourne au Havre un peu déprimé. Et il fait pas comme Thierry Solaire ou d'autres, ou Gilles Boyer, qui sont allés bosser dans la campagne Fillon, tout en n'étant pas très compatible avec le fillonisme. On a vu, je me souviens à l'époque, de Benoît Apparu, qui était devenu porte-parole de la campagne Fillon, et en fait qui détestait le fillonisme, et qui se retrouvait à la télé en train de dire oui, enfin c'est plus compliqué que ça, on va pas forcément faire ci, faire ça, et qui est d'ailleurs, je pense un des problèmes qui s'est passé à droite en 2017. Fillon a été trop rassembleur, entre guillemets, trop généreux, et résultat, il a pas forcément eu des gens qui l'ont aidé comme il l'aurait dû. Et donc après il y a la période Matignon, où là comme c'est un ancien Premier ministre, Fillon est plutôt reçu de temps en temps par Édouard Philippe, parce que les Premiers ministres aiment toujours consulter leurs prédécesseurs, et ça c'est de tout temps et de toute époque. Et puis après il y a le coronavirus, où là Fillon a vraiment trouvé Édouard Philippe bon. C'est pas le seul, parce que les Français l'ont vraiment découvert à ce moment-là aussi. C'est son moment de c'est son moment de gloire, c'est le moment où il dit je sais pas à la télé, c'est le moment où quand Macron part dans les grandes stratosphères de la pensée, de la prospective, Édouard Philippe est plutôt carré. Bon bref,
bref, il trouve le bon ton. Ouais. Et là, c'est les ministres qui racontent un peu n'importe quoi et Macron justement exactement, qui est dans, même s'il y a plein de choses à dire sur la ouais. gestion par Édouard Philippe et le gouvernement du coronavirus, mais en tout cas en termes de ton, de posture, de c'est là qu'il s'offre une positionnement. Stature, Comment ? Il s'offre une stature à ce moment-là. Ah bah moi je suis persuadé, d'autant plus que les Français à ce moment-là sont dans un état psychologique extrêmement particulier. Ce que je dis dans le livre, c'est que en fait, pour moi, on avait tous les pores de la peau ouverts. Tu sais, on était hagards, confinés chez nous, c'était complètement nouveau. On savait pas si on pouvait se déplacer. Et donc quand quelqu'un parlait à la télévision, et d'ailleurs les audiences de Macron et de Philippe à l'époque étaient dignes d'un quart de finale de Coupe du Monde, on regardait tous. Et alors, dommage pour Macron, lui était pas très bon. Et tant mieux pour Édouard Philippe, il était objectivement bon, enfin c'est même pas un jugement politique de dire ça. Et résultat, au moment où justement les Français étaient les plus disposés à faire la rencontre avec un responsable politique, et ben lui est bon, donc c'est un peu double effet qui se coule. Et donc François Fillon lui envoie des petits textos à l'époque en lui disant à quel point il le trouve bon. Édouard Philippe me dit à l'époque, j'ai reçu un texto de François Fillon, ça me fait super plaisir. Ils finissent par se voir juste avant qu'Édouard Philippe quitte Matignon. François Fillon vient déjeuner avec lui et depuis il continue à échanger, ce qui empêche pas François Fillon d'avoir des divergences politiques avec Édouard Philippe, mais je pense qu'effectivement il se sent plus proche de la personnalité d'Édouard Philippe que de celle d'Emmanuel Macron. Et donc après 3 ans à Matignon, il est retourné au Havre. Là, ce samedi, il lance son parti politique qui va graviter autour de la Macronie et tout ça. Et vu que tu es quand même un spécialiste de tout ce qui concerne Édouard Philippe, quels sont les desseins de cette initiative et de la création de ce mouvement, étant donné que quand même autour de La République En Marche et d'Emmanuel Macron, il y a quand même déjà un grand nombre de partis, que ce soit le MoDem, que ce soit Agir, que ce soit la France audacieuse de Estrosi, ou La République En Marche, même La République En Marche, le parti présidentiel, le territoire de progrès, en commun, tout ça. En fait, je sais que quels sont les dessins de tout ça, quoi. En fait, c'est très compliqué de prime abord à en comprendre ou à envisager qu'est-ce qu'il cherche, parce que en gros, sur TF1, il y a un mois, il dit voilà, je soutiens Emmanuel Macron pour 2022, il est fait d'un métal dont peu sont faits, etc. Donc là, les gens se disent, ok, bah, il rentre à la niche, il va être le gentil toutou d'Emmanuel Macron au premier rang des meetings, aller faire la claque. Et en fait, dans la même interview sur TF1, il dit aussi, mais en fait, quand on a des visées de destin national, on s'y prépare, c'est important, etc. Moi, évidemment, pour le connaître, et je savais que c'était cette partie-là qui était au moins aussi importante que la précédente, parce que en gros, ce qui traverse tout mon livre, c'est quand même le fait qu'il s'envisage comme présidentiable. C'est quelqu'un dont on voit qu'il a des très fortes ambitions, puisque à chaque fois que je posais une question qu'on ne pose que à un candidat à l'élection présidentielle ou un président de la République, il me disait pas, attendez, calmez-vous, hein, moi je suis pas là non plus pour viser ce genre de truc, ou je vais pas commencer à donner mon avis sur la compétition entre la Chine et les États-Unis, pas du tout, il y va à fond, il a des réponses là-dessus, peut-être même plus d'ailleurs que sur les histoires d'immigration et d'islam dont on parlait au début, mais tout ce qui est présidentialité, il s'en pénètre absolument. Et il y a effectivement donc ce parti politique. Donc on se dit, pourquoi créer un parti politique quand on soutient le président de la République ? Moi je pense que Édouard Philippe, il est en embuscade, c'est le sous-titre de mon livre. Alors l'embuscade, c'est dans 2 mois, dans 6 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Mais d'ailleurs quand je lui dis à un moment dans le livre, oui bon de toute façon, si un jour vous êtes président et que vous ferez ci, vous ferez ça, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, et il dit pour dans 6 mois, sait-on jamais. En fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous avez vu la percée d'Éric Zemmour en 3 semaines, le gars a défracté toute la vie politique française. Ça faisait Charles Sapin, le journaliste Figaro, remarquait tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça faisait 8 ans que Marine Le Pen n'avait jamais été absente du second tour dans un sondage. Et là, en 3 semaines, tout devient vacillant. Xavier Bertrand est au chou, je suis pas sûr que le Congrès des Républicains accouche de quelque chose. Et il reste Emmanuel Macron et Éric Zemmour à la fin de l'histoire pour le moment. Mais on va voir qu'Emmanuel Macron, il va peut-être avoir des problèmes parce que ce match face à Éric Zemmour, comment il va le gérer ? On ne sait pas comment l'hiver social va tourner. Bon, bref, je souhaite pas tout le malheur du monde à Emmanuel Macron, mais il n'est pas dit qu'à un moment,
un scénario d'Édouard Philippe parce que meilleur candidat face à Zemmour qu'Emmanuel Macron, pouvant piquer plus que Emmanuel Macron des voix de droite, parce que bon, même si Emmanuel Macron a souvent braconné à droite, Édouard Philippe le pourrait encore plus de fait. Et puis donc, Édouard Philippe, en créant ce parti, il montre d'ores et déjà, quelles que soient les conjectures que je viens d'exposer et qui sont de toute façon par nature hypothétiques, il montre que en gros, il veut pas rejoindre la République en marche. Il y a un parti présidentiel, parce que toi, tu as parlé de tous les satellites, mais là, le parti d'Emmanuel Macron, ça s'appelle La République en marche. Alors évidemment, il y a 2 militants et demi là-dedans, et surtout des gens qui se sont inscrits en cliquant, et c'est un peu une coquille vide en termes de fédération, de militantisme pur et dur. Il y a que les élus qui sont dedans. C'est un peu un syndicat d'élus, comme on l'a vu à Avignon le week-end dernier quand ils ont fait leur rentrée. Mais bon, Édouard Philippe, s'il était vraiment docile, il serait allé dans cette magnifique maison qu'on appelle La République en marche. Et en fait, non, il dit, bah ouais, voilà, moi j'ai une offre politique propre, j'ai envie de rouler pour moi. D'une certaine manière, ce parti, il est là pour l'aider lui, hein, il est pas là, il est là d'abord pour l'aider lui. Après, évidemment, il dit par politesse que ça va aussi servir le président de la République si l'aventure du président de la République va jusqu'au bout de la campagne. Mais moi, je suis persuadé que, d'une part, ce parti, c'est vraiment le signe absolu que Édouard Philippe n'a aucune intention d'être instrumentalisé ou au service ou rabaissé. Il veut pas être Bayrou. Au fait justement d'un François Bayrou ou d'un supplétif du macronisme. Et plus fondamentalement, je suis persuadé qu'il a une énorme ambition aujourd'hui, et que quand vous avez l'ambition d'être président de la République et que vous êtes dans la même pièce qu'une autre personne qui est censée être votre ami et qui est déjà président de la République et qui veut être réélu, en fait, il y a une ambition de trop dans cette pièce. Aujourd'hui, peut-être que Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont pas en guerre absolue et que Emmanuel Macron en ce moment est très gentil avec Édouard Philippe quand il a un téléphone. Non, mais Emmanuel Macron en ce moment, il essaie plutôt de bien traiter Édouard Philippe, etc. Mais au fond, je suis sûr qu'il est persuadé que de toute façon, maintenant qu'Édouard Philippe a pris son envol et qu'il a créé que Emmanuel Macron, à son corps dépendant, a créé ce personnage Édouard Philippe grâce à Matignon, grâce au Covid, en le virant au moment où il est populaire, ce qui est donc un peu congèle sa popularité, parce qu'il aurait eu le temps de rebaisser dans les sondages de popularité s'il était resté Premier ministre, confère le sort de Jean Castex, et ben qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu, ça sera l'un ou l'autre de toute façon. Et on sait qu'il y a plusieurs types d'hommes politiques. Justement, il y a ceux qui ont beaucoup d'équipes, qui changent beaucoup d'équipes, pardon, et ceux qui ont une sorte de clan. Toi, tu dis qu'évidemment que Édouard Philippe a une sorte de clan. Est-ce que tu peux nous parler de ces hommes ? On sait qu'il a écrit avec Gilles Boyer ses derniers livres, et notamment Impression et Ligne Claire. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de son équipe ? On sait qu'il y a pas mal de gens qui l'entourent. Charles Hufnagel notamment, dont on a déjà beaucoup parlé. Alors, c'est vrai qu'Édouard Philippe, contrairement à ce qui s'est passé à l'Élysée, lui, il a recruté que des gens qu'il connaissait depuis très longtemps, qui se connaissaient entre eux. C'est-à-dire, par exemple, le directeur de cabinet d'Édouard Philippe à Matignon, c'est un garçon qui s'appelle Benoît Ribado-Dumas, avec qui il était à l'ENA. D'ailleurs, Benoît Ribado-Dumas a été major de la promo Marc Bloch. Je vois que tu connais tes classiques. Témoin de mariage Édouard Philippe, parrain d'un de ses enfants. Édouard Philippe, parrain d'un des enfants de BRD, comme on l'appelle dans le milieu, ou de Ribado. Donc, son voisin de bureau est quand même son meilleur pote, en gros. Son meilleur pote, ouais, voilà. De l'autre côté... Ce qui est assez peu commun. Mais non, c'est très peu commun. Je veux dire, il y a des compagnonnages en politique, mais il y a des compagnonnages professionnels. Là, c'est vraiment son best friend forever qui est dans le bureau de gauche. Et Charles Hufnagel et Gilles Boyer qui sont dans le bureau de droite au début de l'époque Matignon. Alors pareil, eux deux ont une histoire personnelle très forte avec Édouard Philippe. Charles Hufnagel, il a travaillé à Areva 3 ans avec Édouard Philippe, mais à l'époque où en gros ils étaient dans un open space. Édouard Philippe était directeur des affaires publiques de ce géant du nucléaire, et Hufnagel était responsable de la communication. Donc c'était bien avant Matignon, bien avant tout ça. C'était au milieu des années 2000. Et Gilles Boyer, lui, connaît Édouard Philippe depuis toujours. Qui était donc son conseiller spécial à Matignon. C'était son conseiller spécial à Matignon, co-auteur de livres avec Édouard Philippe depuis très longtemps. Ils ont écrit ensemble un polar qui s'appelle notamment Dans l'ombre. Gilles Boyer, ayant lui-même travaillé au Quai d'Orsay avec Charles Hufnagel dans le même bureau au service de Juppé, ministre des Affaires étrangères. Boyer connaissant très bien Ribado-Dumas. Donc si tu veux, voilà, en gros, c'est un clan extrêmement soudé. C'est comme si tu débarquais à Matignon avec tes cousins et des enfants, des copains de lycée.
et c'est ce qui a donné effectivement une équipe Matignon de l'avis de tous très professionnelle. Il y en a même qui disent Dream Team, comparé au joyeux foutoir que c'était à l'Élysée, avec des jeunes, des expérimentés, avec Ismaël Emélien, Sylvain Faure, Sibeth Ndiaye. Ça bougeait tout le temps. Ça bougeait tout le temps. C'était des gens qui se connaissaient depuis finalement assez peu de temps, 1 ou 2 ans, et puis qui débarquaient, quoi. Alors que Ribado Dumas avait déjà bossé à Matignon à l'époque de Raffarin, par exemple, avant de rebasculer dans l'industrie. On n'est pas du tout sur le même genre de profil. À Matignon, Édouard Philippe, il arrivait avec des pros et des copains. À l'Élysée, Emmanuel Macron, il arrivait avec des amateurs éclairés et des amis de fraîche date. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, je sais pas si on peut la raconter, mais quand Édouard Philippe n'est plus à Matignon, et du coup que Hufnagel ne travaille ne travaille plus à Matignon, donc il est chez Carrefour, et ben on passe quand même par Hufnagel pour parler à Édouard Philippe. Alors que en fait il est même plus, enfin il est pas salarié au Havre et tout ça, il fait ça limite bénévolement. Non, mais bien sûr, et de même que Ribado Dumas, qui est aujourd'hui reparti dans le privé, et qui dit non mais moi la politique c'est bon, j'en ai soupé, mais en fait voilà, là en ce moment dans la création du parti politique, quand il y a besoin d'appeler Ribado, il décroche et il donne son avis, et effectivement Hufnagel est resté très proche d'Édouard Philippe. Il y a aussi Mohamed Amrouni dont je parle dans le livre, qui était le chef de cabinet d'Édouard Philippe à Matignon et qui est aujourd'hui son directeur de cabinet au Havre, et qui a une place vraiment nouvellement centrale dans le dispositif, qui se trouve être un mec que j'aime beaucoup, qui est assez jeune et qui est assez étonnant et disruptif, parce que c'est le fils d'un résistant à l'autocrate tunisien Ben Ali, qui a grandi dans des quartiers pas toujours très favorisés en France, et qui a un discours vraiment très ferme sur la laïcité, sur l'immigration, et qui, pour la petite blague, pour l'anecdote, effectivement, quand il est arrivé à la mairie du Havre et qu'il a vu que la mairie était abonnée à tout un tas de revues diverses et variées, il a dit attendez, il me manque un abonnement à Valeurs Actuelles, et il a fait abonner la mairie du Havre à Valeurs Actuelles. Ouais, donc c'est quand même c'est assez peu commun. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas commun dans le monde politique aujourd'hui. Tu le dis très bien dans le livre. C'est, par exemple, quand Samuel Paty est assassiné il y a quelques mois, Édouard Philippe ne fait pas de tweet pour condamner, pour dire tout ce qu'on peut voir après chaque attentat comme ça. Et il te dit on ne réagit pas à ce genre de drame d'un simple tweet. Et en gros, moi j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que ça dit de sa façon de gouverner, de sa façon de voir la politique, et de pas être dans l'immédiateté, dans l'instantané. Lui, en fait, il travaille un peu sur le temps long, quoi, en quelque sorte. Sur ces sujets-là, en tout cas. Ça dit une chose positive et une chose négative pour moi de lui. La chose positive, c'est qu'effectivement, quand je lui avais dit, je sais pas, Samuel Paty, non, ça vous fait pas réagir, un prof qui se fait décapiter devant son collège par un islamiste. C'est juste la bascule du quinquennat, comme dit Éric Zemmour dans Valeurs Actuelles dans une interview cet été. Je suis complètement d'accord avec lui sur ce point. Et en fait, Édouard Philippe me prend un revers, il me dit mais vous pensez vraiment que c'est un tweet qui est à la hauteur d'un événement pareil? C'est comme si vous me disiez que je réagissais par un post Facebook sur la page d'un ami à l'occasion du décès d'un parent de cet ami. Ça mérite beaucoup plus que ça et beaucoup mieux que ça. Ok, là je lui donne un point. Après, là où je lui donne pas de point, c'est que, d'accord, mais dans ce cas-là, qu'il écrive dessus, qu'il donne des interviews. Impression et ligne claire, le dernier livre qu'il a écrit avec Gilles Boyer dont tu parles, il n'y a pas une page sur l'islam, et encore moins donc sur Samuel Paty. Après, je suis persuadé que c'est des sujets sur lesquels il est en train de travailler, enfin c'est pas je suis persuadé, oui, je le sais. Un jour il va écrire dessus, un jour il va accoucher d'une pensée là-dessus. Il est effectivement très prudent, parce que voilà, il appartient à cette catégorie d'hommes politiques qui ont un peu peur d'attiser les colères ou je ne sais quoi, et donc qui apparemment c'est pas une urgence folle pour lui d'écrire un livre là-dessus, mais en revanche c'est pas pour autant un impensé. Et est-ce que tu considères justement que c'est son angle mort, tous ces sujets-là,
sur lesquels, à mon avis, les spectateurs de VA+, ils ne savent rien de ce que pense Édouard Philippe sur l'immigration, la sécurité, l'islam. C'est un de ses angles morts. Pour moi, il a deux angles morts. Il a des angles morts. C'est un peu celui d'Emmanuel Macron aussi, par ailleurs. Ouais, enfin, Emmanuel Macron, il y allait, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a dit tout et son contraire sur ces sujets-là, comme sur tout le reste. Il a deux angles morts, pour moi, Édouard Philippe, ou deux points faibles. D'une part, effectivement, sur le plan thématique, idéologique, on a bien compris que c'était quelqu'un qui était plutôt modéré, pour l'ordre, pour l'autorité, qui a pas envie que l'État se fasse marcher dessus, qui a envie que les comptes publics soient bien gérés, qui a plutôt le costume pour pouvoir incarner la fonction. Mais effectivement, sur des thèmes qui nous paraissent vraiment absolument fondamentaux, il est assez muet. Donc ça, c'est une première chose, mais je crois que le livre répare une partie de ça, parce que bon, enfin, après, moi, je suis allé avec beaucoup de questions là-dessus. Il y a ces réponses, et elles sont sûrement incomplètes pour les téléspectateurs de VA+, mais il n'y a pas rien. Je veux dire, on a parlé d'immigration, on a parlé des fichiers S, on a parlé de Samuel Paty, on a parlé de tous les attentats qu'il y a sur le sol français, on a parlé des prénoms, on a parlé de tout un tas de choses qui concernent l'identité française. Le problème, c'est que c'est jamais de son propre chef qu'il aborde ces sujets-là. Il faut toujours le lancer. C'est arrivé que dans la discussion, il lance parfois le sujet, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui suis venu le chercher. Non, c'est surtout que pour le moment, ces réponses sont pas encore. Il n'y a pas de conclusion et c'est pas ultra abouti. Proposition d'ailleurs. Il en est une proposition. Il en est vraiment au stade de la réflexion. Mais bon, avant, je crois qu'il y réfléchissait moins. Donc déjà, au moins, il est en train de réfléchir là-dessus. Et le deuxième point faible, c'est, je pense, un problème d'organisation ou d'impulsion, c'est-à-dire que pour le moment il laisse un peu les choses venir à lui, c'est-à-dire que il dit d'ailleurs à propos de Xavier Bertrand, c'est très impressionnant, il est très organisé. Quand j'écris une tribune dans la presse locale sur une écluse qu'il faudrait installer sur le canal entre Le Havre et la Seine, je reçois un texto de Xavier Bertrand qui me dit formidable ta tribune. Donc c'est vrai qu'il y a des hommes politiques comme ça qui textotent du soir au matin, qui ont des groupes de travail, des sous-groupes de travail, des antennes locales partout, etc. 40 secrétaires. Voilà, c'est pas le cas d'Édouard Philippe pour le moment. Peut-être un peu par nonchalance, aussi par question de rythme, parce qu'il est en train de chercher son tempo et que pour lui, c'est pas encore le moment d'accélérer ou pas tout de suite. C'est quelqu'un pour qui la question justement du tempo est assez fondamentale. Alors, très bien, mais c'est vrai que parfois on a l'impression que le résultat, il est encore en train de danser le slow quand les autres sont en train de faire des rocs acrobatiques sur la piste de danse. Et donc ça, voilà, je pense que c'est sa deuxième faille, c'est est-ce qu'il va passer la démultiplier ou pas. Tout à l'heure, on parlait de Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Quelle est selon toi la grosse différence entre les deux personnages ? Alors, je pense que Édouard Philippe est beaucoup plus stable qu'Emmanuel Macron. Stable dans tous les sens du terme d'ailleurs. Emmanuel Macron, sur le plan idéologique, c'est vraiment lui en même temps. Un jour, il va dire qu'il n'y a pas de culture française, et le lendemain, il va en faire des tonnes sur nos grands écrivains, sur nos grands peintres, etc. Un jour, il va faire des remontrances à l'Algérie, et puis le lendemain, dire que en fait, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, et ainsi de suite. Dire qu'il faut protéger les policiers et parler de violence policière. Je crois qu'Édouard Philippe, de ce point de vue-là, est beaucoup moins en même temps, et que peut-être beaucoup trop modéré aux yeux de Valeurs Actuelles et de VA+, mais au moins il y a une homogénéité dans sa manière de faire. Et ensuite, je pense que Édouard Philippe est moins audacieux qu'Emmanuel Macron, et donc c'est peut-être un défaut, mais en même temps plus patient, plus construit. Et puis après, en termes de tempérament, Emmanuel Macron, fondamentalement, c'est un séducteur. C'est-à-dire que, voilà, ce pot de fleurs vous direz, après avoir passé 10 minutes avec Emmanuel Macron, que franchement, c'est quand même un type sympa. Voilà, il est capable d'être sympa avec tout le monde, de faire des grands sourires, de viser un peu d'une forme de magnétisme avec ses interlocuteurs. Là où Édouard Philippe cherche surtout pas à séduire. Alors après, une fois que quand on avait bu quelques verres de Pomerol ensemble, c'était sympa, on va pas se mentir. Puis c'est quand même quelqu'un, voilà, qui est marrant, etc. Une fois qu'on a brisé la glace, mais il y a d'abord une glace. Dernière question. Un jour, Édouard Philippe confie au président des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, que la future campagne d'Emmanuel Macron en 2022 ne pourra pas forcément atteindre son terme. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous, en tant que spécialiste d'Édouard Philippe, est-ce que toi, en tant que spécialiste d'Édouard Philippe, dans l'optique vraiment où est-ce que tu considères qu'il aurait ses chances
à l'aune de sa popularité actuelle? Je vais te dire un truc, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Geoffroy. Demain, Emmanuel Macron se fait renverser par un bus, j'en sais rien, moi, voilà, renonce à être candidat à l'élection présidentielle, il lui arrive un accident, on a 40 jours, je crois, dans la Constitution pour organiser une élection présidentielle. Gérard Larcher est président par intérim en tant que président du Sénat. En fait, je pense c'est évident que Édouard Philippe gagne l'élection présidentielle. Si c'est lui le candidat, et je pense que ce serait lui le candidat naturel, c'est le plan B, c'est la corde de rappel du système. Il piquerait au moins autant de voix à la droite qu'Emmanuel Macron. Il est moins populaire que Macron ou encore plus populaire que Macron, ça dépend la manière dont on regarde les choses. Sans envisager de scénario catastrophique et un peu glauque à l'endroit du président de la République comme je viens de le faire, plus fondamentalement, moi j'ai toujours pensé que l'aimable fable qui consistait à penser que l'élection présidentielle de 2022 allait voir s'affronter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron ne tiendrait pas 2 secondes. Qu'on est dans une société liquide, on est dans une époque de la crise de la représentativité absolue, on est dans une époque de la versatilité et du zapping, et que donc les permanences sont extrêmement difficiles à maintenir, que la France a des problèmes gigantesques avec notamment son identité, le sentiment de dépossession culturelle qui traverse les Français, et que donc tout ça donne un terreau post-gilet jaune que tu peux rajouter par-dessus tout ça, qui fait que le terrain est extrêmement mouvant, et l'entrée absolument fracassante dans l'atmosphère d'Éric Zemmour ces 3 dernières semaines en est la preuve la plus absolue. C'est-à-dire qu'il a réussi à tout d'un coup briser un match et surtout quelque chose qui était inébranlable jusque-là, qui était la présence d'un candidat Les Républicains à un stade assez haut dans les sondages, le socle de Marine Le Pen, la sûreté du choix des électeurs de Marine Le Pen il y a 2 mois dans les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire que les gens à qui on disait vous allez voter qui, Marine Le Pen, ils répondaient Marine Le Pen, et on leur redemandait, et vraiment sur une échelle de 1 à 10, vous êtes sûr de combien? 100%, 12, ouais. Ok. Et ben en fait, tu vois que 3 semaines après ou 1 mois après, les choses ont changé. Et je redis que Emmanuel Macron est aujourd'hui à 24%. Autour, c'est un champ de ruines avec la fusée Zemmour en train de décoller. À un moment, ça va être son tour à Emmanuel Macron. Oui. Ça va être son tour d'être challengé par Zemmour, d'être challengé par la réalité du pays, l'inflation qui galope et qui arrive avec la pénurie des matières premières, qui va faire des énormes problèmes de pouvoir d'achat et qui va tendre un peu, je pense, le corps social, et puis les problèmes qu'on connaît déjà et qui malheureusement sont loin d'être réglés, des banlieues, du fondamentalisme, et puis cette espèce de délire culturel aussi, d'une idéologie un peu intersectionnelle, marginale, de cancel culture, de wokisme importé des États-Unis, qui agace profondément la grande majorité des Français. Et ça rend l'équation politique d'Emmanuel Macron assez friable. Et dans ce cadre-là, il est sûr et certain que le centre en France ira chercher Édouard Philippe. Merci beaucoup, Tugdual. Ça Merci s'appelle beaucoup, Jules. La vérité Merci pour tes bonnes sur questions. Édouard Philippe. À bientôt.